suivant, CF 297, présenté par Razi Hamadi. Merci, Monsieur le Président. Après vérification, puisque entre le moment où cet amendement a été déposé et aujourd'hui, on a pu vérifier qu'en fait, l'objectif était en partie atteint, mais que ce à quoi nous étions confrontés, je vais y venir, était aujourd'hui une imprécision qui crée beaucoup de conflits dans le rapport à l'administration fiscale. De quoi parle-t-on ? Vous savez qu'il y a des décisions qui ont été prises dans la loi de finances en 2016 par rapport à un certain nombre d'établissements. Je ne parle pas que de Paris, ça n'est pas un problème que parisien. Dans le domaine du spectacle, dans le domaine de la représentation scénique, où nous sommes aujourd'hui, après les attentats, sur des baisses de chiffre d'affaires qui vont de 30 à 40%. Donc, des crédits d'impôt entrepreneurs de spectacles vivants introduits par l'article 113 ont été votés. D'ailleurs, je crois même à l'unanimité de la représentation nationale, sauf que dans les critères, on exclut une activité qui était pourtant ciblée dans la présentation de la ministre dans la commission puis en séance, c'est celle de l'activité de cabaret. Et donc, ayant été alertés par eux, nous réintroduisons cette précision dans le texte afin que le plafond soit identique pour tous. Madame la rapporteure générale. Alors, moi je ne me souviens plus, mais comme ma mémoire me fait peut-être défaut, que nous avions mis les revues et certains numéros artistiques, donc je vais quand même vérifier ce que nous avons voté. Par contre, les critères du bénéfice... alors, je rappelle que le spectacle vivant a déjà son crédit d'impôt. Mais là-dessus, je vais vérifier ce point-là parce que je ne me souviens plus que nous avions mis les revues dans l'amendement qui avait été voté. Donc Ah, on ne l'avait pas mis. Moi, je crois me souvenir qu'effectivement... Moi, je crois que c'était plutôt les DJ du dimanche. Peut-être je me souviens très bien de la défense de l'amendement qui avait été passé en deuxième lecture. Il y a eu un long débat là-dessus. Je ne me souviens pas des cabarets et des numéros artistiques. Je me souviens des DJ du dimanche. Très bien. Donc, votre avis, Madame la rapporteure générale. Donc, à ce stade, je vais quand même revérifier pour être sûr de ce que je dis sur ce qui a été voté l'an dernier. Donc, plutôt demande de retrait pour le et dépôt redéposer après en discussion avec séance. la rapporteure générale pour qu'on soit bien certain qu'on soit bien dans le cadre de la volonté de la représentation nationale qui serait, si j'en crois Razi Hamadi, méprisée par l'administration. Écoutez, moi, j'hésite entre deux positions. La première, c'est d'aller dans le sens, puisque constructif et toujours dans la pédagogie qui est celui de notre rapporteur, pour avoir un travail bien fait, et une autre position qui est indépendamment de ce que j'ai rappelé sur les indécisions et les imprécisions auxquelles sont confrontés les acteurs. De toute façon, le fait qu'aujourd'hui, nous avons une activité économique au cœur de l'attractivité économique, territoriale, touristique de notre pays, qui est aujourd'hui avec 40% d'activité en moins et au bord de la faillite et qui donc doit bénéficier au même titre que d'autres activités de ce crédit d'impôt. Donc j'hésite, je suis plutôt pour... voilà, moi je suis plutôt pour... Je résume la situation. Ou vous retirez votre amendement avec une chance d'avoir un avis favorable dans l'hémicycle de la rapporteure générale, ou vous ne le retirez pas et vous avez un avis défavorable. C'est bien ça, Madame la rapporteure générale. Voilà. Bon, on va travailler... on va travailler... Oui. On va travailler... Donc l'amendement est retiré. Je passe aux amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Donc le 110 et le 360, Marc Goy et Madame Sass. Oui, merci Président. Comme vous savez, la qualité de l'air est un élément important et les ASCA assurent un travail considérable. Elles sont financées en partie par l'État et des entreprises. Elles ont une situation
extrêmement fragiles. Et l'idée, c'est d'étendre encore un peu plus leur financement en ouvrant la possibilité à des entreprises volontaires de participer donc au financement des études sur la qualité de l'air à travers effectivement la possibilité du mécénat, et ce qui nous paraissait une très bonne solution. Je rappelle que on a été scotché par les autorités européennes sur les problèmes de qualité de l'air dans notre pays. Bien, Madame Sass, vous voulez compléter? Il est défendu. Oui, c'est le même amendement à un détail rédactionnel près. Il vise effectivement à diversifier les sources de financement des agences de qualité de l'air dont il faut souligner le travail et à permettre aux entreprises qui le souhaitent, et il faut bien souligner le fait que ce soit facultatif, de pouvoir financer les ASCA et bénéficier de la réduction d'impôts afférente. Donc ça me paraît aller dans le bon sens et pouvoir élargir l'assiette de financement. C'était d'ailleurs une des recommandations que nous avions proposées dans dans l'un de nos rapports. Et je vais retirer mon amendement au profit de celui de M. Goy qui me paraît un peu mieux rédigé. 360 étant retiré, votre avis, Madame la rapporteure générale, sur le 110? Alors, on n'a pas de coût de c'est une nouvelle dépense fiscale. On n'en a pas de coût à ce stade. Donc j'en reste sur ce que j'ai dit précédemment sur d'autres sujets. Avis défavorable. Bien, il n'y a pas d'autre demande d'information, d'intervention, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Ce n'est pas adopté. Identique 143, 213, 328. La parole à Monsieur Juanico. Merci, Monsieur le Président. C'est en qualité de rapporteur spécial des crédits de la vie associative que je souhaite intervenir avec cet amendement qui porte sur la fiscalité des dons en nature et en particulier des produits alimentaires invendus qui sont donnés par les entreprises aux associations caritatives. Vous savez qu'on a fortement incité depuis la loi Coluche ce mouvement, notamment qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est 40% de l'aide alimentaire qui couvre aujourd'hui 3 500 000 personnes dans notre pays qui reposent sur les dons en nature des grandes surfaces. Nous avons été alertés cet été, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs parlementaires, par les associations de solidarité, en particulier le réseau des banques alimentaires, qui nous ont dit qu'il y avait une proposition unilatérale de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, de modifier l'instruction fiscale qui concerne les dons en nature, publiée le 3 août dernier, et qui consisterait à, sans doute dans ses conséquences, à réduire les avantages fiscaux de ces dons en nature, puisqu'on introduirait une différence entre les dons qui sont faits par les grandes surfaces en fonction de leur date de don, J-2, J-1, J-3, et l'avantage fiscal serait très faible, en tout cas serait diminué, notamment à 50% de prix de revient du don en nature, à partir de J-3, J-2. Or, on sait tous que les grandes surfaces, la plupart, 80% des grandes surfaces et 90% des petits magasins d'alimentaire en urbain donnent à J-2, J-1, voire le jour même, aux associations. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième point, les modifications qui sont proposées par la DGFiP introduiraient une complexification des procédures et des contraintes opérationnelles qui ne seraient pas supportables par le réseau des bénévoles. Notamment, on leur demande à présent d'établir une liste en distinguant les produits qui leur parviennent des grandes surfaces, en distinguant ceux qui ont une DLC, une date limite de consommation, et celles qui n'en ont pas. Donc une charge administrative qui est vraiment insupportable pour les acteurs de terrain. Donc mon amendement est relativement simple, il vise à mettre dans la loi le principe selon lequel le don en nature est évalué au prix de revient des produits donnés et qu'on n'introduit pas de distinction qui serait une charge administrative aujourd'hui pas supportable par les bénévoles sur le terrain. Charles de Courson. Oui, actuellement, le crédit d'impôt, il est de 60% pour les dons en nature. Le problème, c'est 60% de quoi? Alors, il faut être honnête jusqu'au bout. Il y a eu quelques abus, c'est-à-dire des entreprises de grande distribution qui profitaient du fait qu'il y a toujours des invendus, et juste avant la date limite de consommation, qu'ils le donnaient et qu'il l'évaluait à des valeurs pas raisonnables.
Bien. Donc, non, mais il faut dire les choses jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que les banques alimentaires, moi, c'est ma banque alimentaire qui m'a averti de cela. Et donc, je pense que le principe du don, il ne doit pas faire de bénéfice. Hein. Et donc, d'où l'idée de dire, non, la fixation, c'est au prix de revient. Alors, vous me direz, il reste à savoir qu'est-ce que ça veut dire, le prix de revient. Parce que si vous êtes en date limite de consommation à J-1, à J-2, théoriquement, c'est le prix d'achat, et puis peut-être quelques éléments de coût de stockage, mais le plus simple, c'est au prix d'achat. Voilà, au prix d'achat, comme ça, c'est simple. Mais le prix de revient, c'est pas que le prix d'achat. Hein. Il y a quelques coûts, éventuellement, de stockage. Et de rester simple, parce que moi, parce que j'ai demandé à des grandes surfaces de ma circonscription, ils m'ont dit, monsieur de Courson, si c'est pour tenir une comptabilité, à chaque fois qu'on fait un don, de relever les dates limites de consommation, d'appliquer les coefficients d'abattement J-1, J-2, J-3, écoutez, nous, c'est terminé, on détruira tout ça, mais on ne donne plus. C'est terminé. C'est ça le danger. C'est pour ça que je pense que si on pouvait tous voter cet amendement, voilà, ça serait, je crois, plus simple. Et ce n'est pas avec ça qu'ils vont beaucoup s'enrichir, puisqu'on mit le principe du prix de revient. Voilà. Alors, Madame la rapporteure générale, et puis après les différents intervenants, votre avis sur ces deux amendements? Moi, je suis plutôt favorable à votre amendement, à un bémol près, qu'il faudrait qu'on réécrive, si vous voulez, pour la séance, Monsieur Joannico, c'est si le bien n'est pas commercialisable, donc pour un bien qui serait à la valeur de cession, donc un bien qui est vendu, retenu pour déterminer une plus ou moins value pour les biens qui sont inscrits dans un compte d'immobilisation, donc dans une partie très particulière du compte de résultat. Là-dessus, votre amendement fait sauter cette partie-là, donc c'est un peu embêtant. Non, si, ça fait sauter le... Il faut réécrire. Marc Le Fur souhaitait intervenir. Un don en nature n'est pas que de la nourriture. Donc il y en a qui sont inscrits dans des comptes d'immobilisation. Oui. Donc il faut quand même... Alors, je pense que nous sommes assez largement d'accord les uns les autres sur l'esprit de la mesure. Encore faut-il qu'elle soit correctement rédigée. Donc peut-être que tout ça peut revenir en séance. Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Simplement, moi, je suis assez partisan d'adopter la logique de cet amendement, en le corrigeant éventuellement. Je n'ai pas tous les éléments. Mais il me remonte une autre difficulté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette difficulté. C'est pour les dons en viande. Il paraît que c'est très compliqué pour faire en sorte que ceux qui donnent, qui peuvent être des structures type abattoir, etc., puissent bénéficier de ce dispositif. Si, certains sont à l'IS. Ouais. Est-ce qu'on a des échos là-dessus ? Alors, on va prendre M. Gagnère, Mme Louwagie, puis le rapporteur général, le rapporteur, et puis si on est d'accord sur l'esprit, mais qu'on pense qu'il y a une ambiguïté sur la rédaction, on repose en article 88, on aura à ce moment-là un avis favorable au titre de l'article 88. Alors, Jean-Louis. Oui, on échangeait entre nous, on préférerait la notion de prix d'achat à celle de prix de revient, parce que comment on forme le prix de revient? S'il y a les coûts de stockage, de transport, de publicité sur les invendus, etc., le prix d'achat, c'est clair pour tout le monde, c'est facturé et c'est facilement contrôlable. Oui, bien sûr, oui. Mais en tout cas, il y a une facture de base. S'il y a de la transformation, c'est un peu différent. Mais bon, l'essentiel des produits qui sont donnés, c'est quand même pas tellement des produits transformés. Véronique Louwagie. Merci. Effectivement, j'ajoute finalement et je complète parce qu'il y a une vraie difficulté pour estimer le prix de revient. On peut avoir les frais administratifs, les frais de manutention, les frais financiers, les frais de stockage, etc. Alors, je pense que le fait de prendre le prix d'achat nous évite un certain nombre de difficultés, mais je pense qu'il serait aussi nécessaire de prendre en compte les rabais remises obtenus, savoir si on prend le prix d'achat brut ou si on prend le prix d'achat net, parce qu'on sait très bien que dans la grande distribution, on a le prix d'achat et ensuite on a tous les rabais et les remises qui interviennent en fin d'année au regard des contrats, et cela existe et on n'est pas tout à fait sur les mêmes montants.
Donc ça mérite une définition, à mon avis, précise pour éviter des contentieux qui sont aujourd'hui des difficultés. Messieurs, est-ce que dans ces conditions, connaissant l'état d'esprit général, on peut réévoquer ça au titre de l'article 88 mardi à 14h30 avec une rédaction affinée avec la rapporteure générale? Très bien, les amendements sont retirés et nous passons donc à l'amendement 20 qui est défendu. Monsieur de Rocca-Serra. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement concerne le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt investissement, situé à l'article 7. En ce qui concerne la Corse, dans sa rédaction actuelle, l'article 244 4 B du CGI prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leurs bénéfices réels ou exonérés en application des peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50% pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans les exploitations situées dans un département d'outre-mer. Je propose par cet amendement de compléter cet article en permettant aux exploitations situées en Corse qu'elles puissent également bénéficier de ce taux à compter du 1er janvier 2017 pour les dépenses de recherche, sachant que dans l'ensemble de l'arsenal de crédit d'impôt propre à la Corse, il n'existe rien en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, et qu'aujourd'hui, le ratio, si l'on prend le ratio R&D par rapport au PIB, il est inférieur de 40% en Corse par rapport au département d'outre-mer et qu'il est le plus faible de tous les ratios par rapport à la France continentale. Et par ailleurs, il est le plus faible en comparaison européenne par rapport aux régions, je dirais, périphériques. Donc voilà, c'est simplement pour favoriser le développement de l'activité économique et de doter la Corse d'un outil spécifique amélioré au service de ce développement. Madame la rapporteure générale. Alors, moi j'ai mis un avis défavorable à cet amendement parce que en deuxième partie de ce PLF, il y a l'augmentation du taux du crédit d'impôt investisseur, je ne sais plus quel est le troisième terme, c'est oui, pour la Corse, investissement pour, crédit d'impôt investisseur, il est proposé de le passer à 30% pour la Corse, pour toutes les TPE, donc je pense qu'il y a déjà une réponse à votre préoccupation qui figure en deuxième partie du PLF. Et par ailleurs, il y a des exonérations d'impôts pour les entreprises qui sont nouvellement créées dans des zones d'aide à finalité régionale, et la Corse en fait partie. Donc, avis défavorable. Très bien. Alors, Nicolas Sansu. Je voudrais poser une question parce que je suis un amoureux de la Corse, comme tout un chacun ici. Et je veux quand même poser une question sur le... il me semble que le CIR et le CII s'appliquent dans la République dans son entièreté. Donc ça, c'est la première chose. Non, mais je dis... La deuxième chose, s'il y a des mesures exceptionnelles à faire, ce que je peux entendre, faut-il que ce soit une question d'insularité ou de niveau de vie ou de difficulté de développement qui concerne tous les territoires de la République? Et enfin, la dernière chose, c'est que je préférerais qu'on passe par des politiques publiques d'argent déboursé par l'État envers un territoire, plus que de la défiscalisation qui me semble pas forcément le meilleur vecteur. Merci. Je vais donc mettre à Monsieur Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'au travers de cette intervention, il y a un vrai sujet qui est posé, qui est le suivant, me semble-t-il. Qu'on a un type d'aide, moi j'y suis très favorable, c'est dans la compétition internationale quelque chose de tout à fait intéressant, ce crédit recherche. Il n'empêche que c'est un crédit qui va pour l'essentiel aux métropoles. Et la vraie difficulté pour notre pays aujourd'hui, c'est que l'activité économique, et en particulier l'activité économique la plus prestigieuse, est en train de se concentrer dans les métropoles. Donc l'idée, au travers du cas de la Corse, on peut finalement généraliser. On se
se doit de se donner les moyens de faire en sorte que ce type d'activité ne soit pas simplement la spécialisation de la région parisienne et de quelques grandes métropoles favorisées. Nos collègues élargissent le débat, mais enfin, on va essayer d'en rester à l'amendement. Monsieur Roccassera en réponse, et puis on passe au vote. Oui, non, pour répondre à notre collègue, je revendique que la Corse est bien dans la République. Je pense que l'outre-mer est aussi dans la République. La question, c'est lorsqu'on booste pour l'outre-mer, c'est bien parce qu'on part d'un principe, d'une situation, d'une réalité, qu'il n'y a pas d'effectivité aujourd'hui de mise en œuvre sur l'investissement, ce qui concerne la recherche et l'innovation, et que le crédit d'impôt propre à la Corse est un crédit d'impôt qui n'a rien à voir avec celui qui concerne la recherche et l'innovation. Le crédit d'impôt Corse qui va être passé de 20% à 30% n'est pas, je dirais, en opposition avec ce qui a été fait pour l'outre-mer. Je considère aujourd'hui que le niveau, si l'on veut développer l'économie de la Corse et lui donner autre chose que d'avoir, je dirais, un seul axe qui est l'activité touristique ou une activité agricole, c'est de permettre justement le développement de start-up et d'une activité économique nouvelle comparativement aux régions périphériques, c'est-à-dire, si cela est vrai pour l'outre-mer, pourquoi cela ne serait-il pas vrai pour la Corse, qui est en retard, puisque le niveau de R&D et d'innovation en Corse est bien inférieur même de 40% à l'outre-mer et à toutes les autres régions. Ce retard, je ne dis pas qu'il faut maintenir, je dirais, des outils spécifiques, originaux, pendant des décennies. Je dis simplement qu'il faut, à un moment donné, avoir des outils d'adaptation et non pas développer de l'investissement public uniquement, mais avoir une action au bénéfice de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et du développement économique, sans que ça soit une dépense en investissement de la part de l'État. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix cet amendement 120 avec avis défavorable de la rapporteure générale. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Nous en arrivons à l'amendement 108 de